parlé, notamment sur la ressource en eau. Son poids économique est aussi très important pour les producteurs, mais également les acteurs de l'agroalimentaire, de la PME à la multinationale, et c'est particulièrement vrai ici en Meuse. L'élevage laitier, quels impacts en aval? C'est le thème de cette nouvelle et dernière table ronde avec trois invités pour y participer. D'abord, M. Marc Holzel, qui est le directeur général de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. M. Holzel, si vous voulez nous rejoindre, nous en serions ravis. Si on pouvait d'ailleurs récupérer les micros, ce serait aussi super. Merci beaucoup. Donc, M. Holzel, directeur général, merci, de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Nous aurons également aussi à nos côtés M. Devoucou, qui est responsable du marché lait au Crédit Agricole. Monsieur Devoucou travaille. Vous pouvez venir ici, Monsieur Holzel, si vous le. Oui, là. Monsieur Devoucou, donc, qui est responsable du marché lait au Crédit Agricole, et qui travaille au sein du pôle expertise agricole et agronomique, donc dans cette grande banque. Et comme je vous l'annonçais, asseyez-vous, monsieur, où vous le souhaitez. Il n'y a pas de. Et monsieur Sutter, donc le directeur général de l'ULM. Il est à ce poste depuis 2 ans. Il a fait toute sa carrière dans l'industrie agroalimentaire, dans des PME familiales, comme Lorina, célèbre limonade, pas loin d'ici, et dans des grands groupes comme Madrange, La Berry, Soufflé. Vous avez occupé diverses fonctions de direction. Il était alors question de charcuterie, de boulangerie, d'embouteillage, de découpe de volaille. Et vous avez plongé dans le grand bain laitier. Voilà, merci d'être à nos côtés. Je vais peut-être, pour faire un petit peu de macro, donner la parole pour commencer à Monsieur Devoucou, donc responsable du marché lait au Crédit Agricole. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur l'année 2022, le lait en 2022? Quelles sont les tendances après cette sortie du tunnel sanitaire? Qu'en est-il? Oui, alors on a déjà dit beaucoup de choses, oui. Donc je vais essayer pour donner 2-3 chiffres clés. D'éviter d'être redondant, mais je vais quand même vous donner quelques chiffres qu'il faut avoir en tête. Donc en fait, la question que vous m'aviez posée en amont, c'était un peu quelle est ma vision du secteur et donc un petit retour sur 2022 et aujourd'hui. Ma vision du secteur, Loïc Moller, je crois, et je ne sais pas s'il est encore là, mais donc il en a bien parlé ce matin. On est sur un secteur au niveau mondial qui est dynamisé par la croissance de la consommation. Voilà, avec une spécificité, c'est seulement 10% échangé. Donc en 2022, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 10% de production laitière échangée au niveau international. Et en fait, ils ont été impactés par plusieurs facteurs. Donc, qui est notamment dans ces facteurs, on a eu l'aspect inflationniste qui a fait baisser la consommation des produits laitiers. On a eu en France et dans une partie de l'Europe, on a eu la sécheresse. Donc, ce qui fait qu'en 2022, on a eu une baisse de collecte sur le premier semestre. Et donc, ce qui a engendré une hausse des cours des ingrédients laitiers sur le second. Et le second, donc pour revenir à la France, a en plus été accompagné donc une tendance conjoncturelle qui était plutôt favorable, donc avec les chiffres, avec les tendances que rappelait Monsieur Serroni, donc qui encourageait à la production laitière. Voilà. En plus, après une sécheresse 2022 qui avait aussi quand même bien plombé la production et apporté des inquiétudes et qui avait donc contribué aussi à cette hausse des prix. Donc un automne clément qui avait favorisé la pousse d'herbe. Et donc en Europe, on a eu une production laitière qui est repartie à la hausse et qui a fait que nos producteurs français et européens ont bénéficié de conditions favorables. Voilà. Par contre, en 2023, finalement, la production étant revenue, on se retrouve avec des ingrédients laitiers qui retournent à la baisse, avec, comme le disait Loïc, donc les Chinois qui achètent moins pour plusieurs raisons. Donc, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui,
ma vision, elle est bonne. On a des conditions conjoncturelles qui sont plutôt bonnes pour les agriculteurs, qui leur permettent de se projeter et de voir l'avenir plus sereinement qu'ils ont pu l'avoir pendant quelques années qui ont pu être difficiles, hein, même si après, ça fera peut-être l'objet d'une autre question. Hein. On a quand même en élevage une stabilité des revenus et ça, je dis ça pour les jeunes. Hein. Les jeunes, quand vous choisissez l'élevage, c'est aussi ça. Hein. Vous n'êtes pas soumis autant qu'on peut l'être en céréales aux variations des cours de votre production. Donc, c'est aussi un avantage. Hein. Autrefois, les anciens disaient la paye de lait, on est payé tous les mois. Enfin voilà. Donc c'est aussi important d'avoir ça en tête quand on se lance dans un projet comme celui-là. Un mot sur le revenu, l'importance du revenu laitier pour le BE, l'excédent brut d'exploitation des fermes. Alors le Comment ça évolue? Monsieur Serroni a déjà donné quelques notions, hein, voilà, quelques pistes. Alors moi, ma référence, je suis allé chercher des références de l'IDEL, donc l'Institut de l'élevage, qui ont un réseau de fermes Inosis. Alors, qui sont plutôt, parce que comme le disait M. Serroni, en réalité, beaucoup de disparités entre les exploitations. Mais je trouve que pour nos jeunes porteurs de projets qui sont ici, ou même nos jeunes éleveurs, c'est important de se référer aux meilleurs pour justement être tiré vers le haut et essayer d'aller chercher justement de la performance, hein, qu'elle soit technique et économique. Et donc dans ces chiffres, hein, que vous pouvez trouver sur Internet, hein, ils sont publics. On voit en 2022, donc sur ce réseau Inosis, qui globalement, vraisemblablement, ils sont 20% au-dessus des autres, on avait quand même un revenu courant avant impôt par humo exploitant, qui pour les laitiers ayant en plus des cultures de vente était de 91 KE. Alors, je précise, avec des cultures de vente. Hein. Donc, vous savez qu'en 2022, le contexte avec la crise ukrainienne a fait fortement monter les cours et qui ont pu profiter aux producteurs de céréales spécialisés ou mixtes avec des bovins. Et donc, et par contre, pour les spécialisés lait de plaine, donc les uns et les autres pourront peut-être un peu se comparer à ces chiffres. Eh bien, on était à 68 KE contre 38, alors que tout à l'heure, on était à 91 contre 50. Enfin, grosso modo, il y a 30 000 euros de revenus en plus, donc de RCAI, donc revenus comptables, hein, bien sûr, sur ce réseau Inosis qui est plutôt performant. Et alors, pour revenir aussi, j'ai un autre chiffre, alors qui est le chiffre Agreste, hein, donc c'est pas l'Institut de l'élevage, donc là, c'est le chiffre Agreste. Et donc, on avait un EBE par ETP en fonction des orientations des OTEX. Et donc là, c'était sur l'année 2021, mais c'était intéressant parce qu'on voyait bien que les exploitations bovins-lait, on était à 66 000 euros d'EBE par ETP, quand on était à 20 000 euros de moins en bovin-viande et 20 000 euros de plus en céréales. Bon, ben voilà, les céréales, comme je vous le disais, ça fluctue. Donc voilà pour vous donner quelques repères. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parfait, merci beaucoup. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. On va parler de l'environnement dans un instant, hein, Monsieur Holzel, vous aurez largement la parole, mais on continue sur l'impact économique. Monsieur Sutter, donc directeur général de l'ULM, avec Ludivine Grafio, tout à l'heure, on a parlé de l'une des 3 études que l'ULM a lancées cette année. Il s'agissait des producteurs. Parlons cette fois-ci des transformateurs. Que vous a appris cette étude sur l'aval, sur l'activité de transformation de votre lait? Alors, effectivement, cette enquête nous a appris un certain nombre de choses relatives à l'aval, donc notamment aux entreprises de transformation du département en particulier. On reviendra plus précisément effectivement sur la typologie des transformateurs du département. En tout cas, je tenais tout d'abord à remercier effectivement l'ensemble de nos partenaires pour la qualité de leurs réponses. C'était très complet et puis on le verra tout à l'heure de manière détaillée.
Après, ce que ça nous a appris, c'est que globalement, on a un écosystème très dense en Meuse, avec un certain nombre d'opérateurs, qui sont aujourd'hui au nombre de 8, et qui transforment peu ou prou entre 550 et 600 millions de litres de lait à l'année. Donc vraiment un savoir-faire, je dirais, historique de ce département, de cette région, et puis qui reflète bien effectivement l'excellence de la filière laitière française également. On peut développer un tout petit peu Bien quand sûr. même cette enquête. Je pense que c'est Oui. important Alors, de quand on donner parle quelques chiffres, faire un tout petit peu de prospective aussi. Alors quand on parle de filière laitière française, on parle vraiment d'une filière d'excellence qui a un poids prépondérant dans l'économie nationale. Donc si on donne quelques chiffres pour fixer un peu les idées, c'est un chiffre d'affaires globalement annuel de 39 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Là, on parle de la France. Oui, de l'ensemble du territoire français, dont 9,5 milliards à l'export. Et une balance commerciale en fait qui est excédentaire de l'ordre de 3,4 milliards d'euros, donc qui contribue largement effectivement à la performance de notre balance commerciale nationale. En termes d'emploi, également une filière qui pèse très lourd en termes d'emploi, puisqu'elle comporte aujourd'hui à peu près 300 000 emplois, répartis en 200 000 emplois sur le pôle élevage, à peu près 78 000 sur le pôle transformation, et à peu près 22 000 emplois en fait indirects. Voilà. Si on se focalise sur la partie chiffre d'affaires également de la filière, c'est une filière qui pèse pour 23% du chiffre d'affaires global de toute l'industrie agroalimentaire française, donc qui est vraiment prépondérante. Après, effectivement, le secteur viande qui pèse un peu plus lourd dans la balance. Alors 39 milliards sur le plan national. Oui. Dans la Meuse, alors, le chiffre d'affaires. Dans la Meuse, on estime avec le retour d'enquête que constitue entre 450 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, avec 1200 emplois directs, donc répartis sur 8 sites de transformation. Alors la caractéristique, c'est qu'on a une répartition assez plurielle en réalité, puisqu'on a des sites allant de 30 salariés à 330 salariés. Et on a toute une typologie en fait, d'entreprises allant de la PME familiale, notamment avec Luc, que je salue, jusqu'au groupe international avec le groupe Orlande, que vous avez découvert en fait, ce matin. Et Nestlé dans le Grand Est. Et Nestlé dans le Grand Est, qui est également un de nos partenaires. Alors la caractéristique aussi de la filière laitière, c'est sa diversité de produits. Aujourd'hui, c'est une filière qui est extrêmement créative, innovante. Pour vous donner un ordre d'idée, on parle de... la France, c'est un plateau de fromage. Il y a 1200 fromages différents en France aujourd'hui et on a 1500 types de produits laitiers différents. Donc on a une diversité absolument folle. Et puis en termes de vie des territoires et de dynamique, on va dire territoriale, c'est quand même une filière, entre guillemets, qui est ancrée dans des territoires et dans des terroirs très particuliers. On a parlé de l'AOP Brie-de-Meaux en particulier. Et il faut savoir que 85% des salariés de la filière laitière résident en fait dans des communes de moins de 15 000 habitants. Donc ça retraduit bien un ancrage très rural et très territorial finalement de l'ensemble de ces acteurs industriels. Et un vecteur de revitalisation, comme disent les technocrates. Absolument. Alors, 2 chiffres auxquels nous tenons avec Marcelin, j'aimerais bien que vous nous les donniez. D'abord, le nombre de personnes que fait vivre un éleveur laitier. Si on prend tout cet écosystème, y compris les organismes para-agricoles, etc., un éleveur laitier induit combien d'emplois? Alors, il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées au niveau national sur les différentes filières, et notamment la filière laitière. Et on considère aujourd'hui que pour un emploi direct, on génère 1,07 emplois indirects. Induit. Donc quand on dit emploi indirect, il y a un niveau de dépendance, je dirais un gradient de dépendance plus ou moins important, mais quand on prend en compte effectivement les fortes dépendances et les dépendances moyennes et faibles, on est sur un ratio de 1 pour 1,07 au niveau national. Et alors on a beaucoup parlé de reprise et d'arrêt d'exploitation, l'impact des arrêts sur l'emploi. Si on diminue la production d'1 million de litres, ça fait combien d'emplois perdus? Alors, si on fait un ratio simple, mais on est loin dans cette simplicité mathématique, oui. On transforme à peu près 600 millions de litres de lait sur le département, avec 1200 salariés, donc emploi direct,
Donc globalement, un ratio de 1 million de salariés, donc moins 10 millions, alors c'est pas aussi mécanique que ça, impacterait à peu près une vingtaine d'emplois. Voilà, pour vous répondre de manière concrète et mathématique. Et pour montrer à quel point les enjeux sont importants, Monsieur Devoucou, un petit mot de réaction sur ces chiffres, et ensuite on en vient au deuxième impact, l'impact environnemental avec le directeur général de l'Agence de l'eau. Donc, non, mais sur tous les chiffres que vous voulez donner, moi j'ai envie d'insister, je ne sais pas si vous l'avez donné, c'est sur le tissu industriel sur le territoire français. Donc 700 sites de transformation, hein, donc ça contribue à la force de la filière. Et pour faire aussi un peu la transition avec ce qu'on va aborder tout à l'heure, c'est aussi ce qui est préoccupant quand on se retrouve dans le contexte de déprise laitière qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. On parlera tout à l'heure de la transmission et des générations. Alors, Monsieur Holzel, pardon de vous avoir fait attendre. Vous êtes donc le directeur général de l'Agence de l'eau. Il y a quelques années, l'élevage était vu un peu comme un pollueur, hein, disons les choses. Les choses évoluent vraiment et vous portez aujourd'hui sur les éleveurs un tout autre regard, et vous en avez même fait un allié. Oui, enfin, je pense qu'on a toujours été. Alors vous, je dis vous, mais la société, la société. Pour comprendre de l'établissement, c'est ce qu'on défend quand même, c'est le maintien des surfaces en herbe. Et puis bon, le principe est assez simple. Hein, c'est qu'on considère qu'on ne va pas maintenir de surfaces en herbe sans éleveurs. Donc voilà, on a un discours assez simple, assez clair. Hein. En 2016, on a pris une motion dans ce sens-là. On s'est affiché ouvertement pour le soutien de l'élevage avec une sole en herbe. Et puis, voilà, c'est effectivement, à partir de là, je peux développer. Hein. Du coup, on a vraiment mis en place toute une politique qui est cohérente avec cet objectif. Alors, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, pourquoi ? Pour nous, l'herbe, c'est la meilleure culture par rapport à la protection des ressources en eau, hein, sur le volet qualitatif. On voit aussi que c'est une culture qui est résiliente en matière quand il y a de l'inondation. Il y a le volet biodiversité. On voit qu'il y a beaucoup de vertus à maintenir les surfaces en herbe. C'est normal, hein, c'est la vocation de l'établissement. Donc, je vais parler ce qui nous intéresse. Et à partir de là, nous, on considère qu'on a fait nous-mêmes nos propres études économiques en 2020. On s'est rendu compte que le chemin dans lequel on voulait amener l'exploitation agricole avait aussi du sens. Hein. Ça a été dit mieux que moi. Je ne vais pas remettre des chiffres qui ne seront d'ailleurs pas d'actualité. Mais en termes de revenus à l'UTH, on s'est rendu compte qu'une exploitation sur herbe, selon la manière dont elle est conduite, pouvait dégager un revenu par UTH qui était par moment compétitif, mais même par rapport à des grandes cultures. Et donc, à partir de là, nous, on considère qu'il y a un intérêt à ce qu'on développe une politique ambitieuse de maintien des surfaces en herbe avec de l'élevage. Derrière, il y a aussi des histoires de qualité, de labels, d'images, d'ancrage territorial. Et ce qu'on porte aujourd'hui, c'est la mise en place dans tous les départements, là où c'est possible, où il reste des surfaces suffisantes en herbe, de développer des plans herbe. Hein. Le terme est assez simple, mais le premier plan herbe, on l'a signé ici dans le département de la Meuse pour essayer, alors je vais peut-être pas être trop long sur votre première incise, hein, mais comme ça a été indiqué dans la présentation qu'on a vue précédemment, je pense que la solution pour les éleveurs, c'est aussi le territoire. C'est le territoire et toutes les forces vives qu'on peut mettre autour pour donner du sens à un élevage sur la base de la préservation des surfaces en herbe. Alors dites-nous un mot justement sur ce fameux plan herbe que vous avez signé. L'ULM était l'un des signataires. Qui l'a signé ? Que prévoit ce plan ? Sur combien d'années ? Donc juste aussi une petite incise. Donc ce qu'on fait donc vis-à-vis de l'élevage, on va effectivement soutenir au niveau de la production de l'herbe tout ce qui permet de ramener du revenu par rapport à ce premier segment, c'est-à-dire soit effectivement des MAE de retour à l'herbe, soit effectivement la conversion bio, enfin tout ce qui est lié au revenu direct. On développe aussi des paiements pour services environnementaux, parce que des surfaces en herbe rendre un service environnemental. Et pour nous, le PSE, c'est un produit qui permet effectivement de valoriser des activités déjà existantes. On investit également, on apporte des aides en matière de matériel, de bâtiment, toute la partie qu'on a vue précédemment, le capital. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est la filière aval, quoi. C'est ce qu'on n'avait pas pour l'instant pas effectivement assez investi.
même si avec les régions, on a une politique active de développement des filières. Et donc, c'est pour replacer du coup dans un plan herbe toute cette chaîne de valeur. On va nous-mêmes mettre dans ces plans herbes tous les segments d'aide que j'ai indiqués. Derrière, mobiliser les collectivités. On souhaite qu'il y ait une collectivité chef de file. C'est une étude qu'on a faite par rapport à des plans un peu similaires qui étaient développés sur le bassin Artois-Picardie. Il est important qu'il y ait une collectivité qui soit chef de file. C'est le cas ici, c'est le département de la Meuse. Et après, on met autour de ce projet tous les partenaires possibles, soit les chambres d'agriculture pour apporter du conseil, soit l'ULM, effectivement, la filière de transformation, l'APAL pour la filière plutôt viande, pour qu'on puisse monter des filières dédiées qui soient ancrées dans le territoire. On pense que c'est ça la solution, de pouvoir donner effectivement aux éleveurs un ancrage territorial. Ça a été indiqué aussi dans la précédente présentation qu'il est important que les éleveurs, les patrons agricoles nouent un dialogue avec leur territoire. Si on montre effectivement que toutes les forces vives sont mobilisées pour porter un plan herbe, pour donner la valeur ajoutée à une filière d'élevage fondée sur l'herbe, nous on est assez convaincus qu'on arrivera derrière à développer effectivement une activité agricole qui soit pérenne sur cette surface. Et nous, ça nous intéresse parce que derrière, on aura préservé les surfaces en herbe. Voilà. Oui, la notion de filière, c'est pour vous quelque chose d'essentiel. C'est le bon vecteur. Hein, oui, pour nous, c'est le vecteur. Bon, clairement, tout ce que j'ai indiqué précédemment, c'est des choses qu'on peut faire en tant qu'établissement public, mais c'est quand même pour nous la nouveauté, c'est la sortie sur les filières. On a besoin des acteurs économiques pour tirer, pour donner une dynamique à ce qu'on a envie de développer dans le cadre de nos plans herbes. Ça, on ne peut pas le faire. Alors, on est prêt, du coup, à accompagner les filières. Il faut nous dire aussi ce qui manque, ce sur quoi nous, on peut vous accompagner, soit en termes d'études de marché. Pour vous donner un autre exemple, on nous a trouvé au sud du département du Haut-Rhin à investir dans un abattoir. Ça ne nous choque pas. Hein. Si globalement, on a une cohérence de projet et qu'il le chaînon manquant sur lequel il faut investir, il faut trouver une équation financière, nous, on a un intérêt à agir, puisque l'intérêt à agir derrière, c'est la préservation des surfaces en herbe par le maintien d'un élevage sur herbe. Voilà. Donc pour nous, effectivement, la partie filière, on ne peut pas le faire seul. On a besoin des acteurs économiques. Derrière, avec les collectivités, ce qu'on peut faire, c'est développer des PAT. Par contre, ça, c'est aussi... PAT, c'est-à-dire donc un plan agricole et territorial pour développer des filières courtes en lien avec les collectivités. Ça, c'est quelque chose que nous, on peut apporter dans l'équation du plan herbe. C'est ramener les collectivités pour avoir des filières courtes derrière qui soutiennent aussi l'activité économique. Donc tout ce qu'on peut mettre, nous, dans le plan herbe, on va le faire. Mais évidemment, on ne pourra jamais, nous, ce n'est pas notre job d'aller sur la filière aval. Il y a des notions de prise de risque, de marché. Donc c'est un autre métier que le nôtre, mais on souhaite être partenaire de ces acteurs-là. Alors, je crois que la Meuse a été pionnière et elle va faire des émules. Il est question d'un plan herbe dans d'autres départements de votre ressort ? Non, mais c'est sûr que nous croit, c'est au produit. Je vous dis, on le fait en partenariat avec la région sur l'aspect filière. On n'est pas du tout une concurrence puisque la région a beaucoup d'autres filières qu'elle porte par ailleurs et on a une politique assez liée. Mais c'est vrai que le plan herbe, nous, on essaye de le proposer dans tous les départements où il reste des surfaces rélictuelles en herbe d'importance. On a effectivement quelque chose qui est extrêmement dynamique actuellement sur le secteur de Sarrebourg, hein, sur la Sarre, sur la Mortagne. Même en Alsace, sur le Ride, il y a le souhait effectivement d'adopter un plan herbe. Nous, on croit beaucoup en ce produit, qui est un produit simple, qui permet derrière à des collectivités, c'est quelque chose qui est lisible, qui est compréhensible par les collectivités, qui permet de ramener un acteur de plus dans effectivement l'équation dans la filière agricole. Et derrière, on voit effectivement que l'idée d'avoir des filières de qualité, du lait pâturage, du lait au foin, c'est des choses qui marchent au niveau commercial. Et donc on pense qu'on a vraiment un bon produit pour donner derrière aussi la plus-value que nous, on peut apporter aux filières économiques pour développer des produits niches qui derrière donneront la plus-value qui est nécessaire au maintien des filières d'élevage, quoi. Alors un tout petit peu de didactique pour terminer, puisqu'il y a des étudiants dans la salle. Les prairies sont de formidables capteurs de CO2. Et en quoi la disparition de l'élevage peut modifier non seulement les paysages, les cultures, mais aussi la qualité de l'eau ? Autrement dit, en quoi les éleveurs sont des acteurs
essentiel pour la préservation de la ressource en eau? Simplement que c'est simplement le constat, c'est quand il y a vraiment un lien assez direct entre la perte des surfaces en herbe et la qualité de l'eau. On le voit sur des bassins versants, c'est assez net. Il y a des bassins versants entiers qu'on a perdus en termes de qualité d'eau, que ce soit les nitrates ou les phytosanitaires, mais qu'importe. On voit effectivement qu'on a ce type de dégradation qui se développe dès lors qu'on retourne des prairies. C'est pas non plus une critique de monde agricole, mais on voit bien qu'on est derrière sur des cultures qui sont beaucoup plus fragiles par rapport à la qualité de l'eau. Et dès qu'on a des surfaces en herbe, même si on a un peu de chargement, on sait qu'on a une préservation des ressources en eau, quoi. Donc c'est un lien de cause à effet assez évident, quoi. Et direct. Alors, Monsieur Devoucou, pour conclure, il a beaucoup été question, et c'était le thème central de cette journée, de déprise, de reprise, de pérennité des exploitations. Quelle est votre vision du renouvellement des générations s'agissant des producteurs de lait? Alors ma vision, déjà je vais reprendre des notions qui ont été évoquées par nos prédécesseurs ici sur scène. Alors moi, je pense que le problème de renouvellement, déjà, je tiens à louer cette initiative d'assises du lait. Donc ça, c'est formidable que toute la filière, comme ça, se mobilise sur le sujet. Donc je sais qu'en France, il y a des initiatives comme ça qui existent. L'interprofession laitière, le CNIEL également, et aussi sur ces sujets. Donc c'est très bien. Après, on peut voir beaucoup de publications sur ce thème. Et alors, moi, j'aimerais reprendre un rapport que j'ai vu de l'Institut de l'élevage. Je ne peux que les citer, puisque je vais évoquer ce fameux rapport là sur le renouvellement des générations en élevage ruminant. Et ça reprend notamment ce que disait Monsieur Jassin. Donc, ce rapport, il indiquait qu'en fait, le problème de renouvellement de génération, en fait, il reposait sur 3 piliers. Le premier pilier, c'était l'image. Donc, je ne vais pas reprendre l'exemple du motocross, j'en serais incapable. Mais voilà, en tout cas, vous avez bien compris, il faut quand même dégager une image attractive pour attirer les éventuels porteurs de projets. Après, il y avait un autre pilier, c'était l'accessibilité. Alors, l'accessibilité, ça peut être sous plusieurs dimensions. Alors, moi, je suis banquier, donc ça va être sous la dimension, justement, financière, financement financement de l'exploitation à proprement parler. Ça peut être donc tous les dispositifs qui sont mis à disposition, mais ça peut être aussi accessibilité. On est dans un lycée agricole, pareil, peut-être que le lycée agricole faciliter justement l'accueil de nouveaux types d'étudiants, qu'on n'ait pas forcément que des fils d'agriculteurs. Dans ce rapport, il y avait un chiffre intéressant également. Il expliquait qu'il y avait un ratio qui n'avait pas changé. 25% des fils d'agriculteurs deviennent agriculteurs, et c'est le cas depuis 20 ou 25 ans. Alors c'est beaucoup moins le cas pour les femmes. Elles étaient beaucoup plus nombreuses. Elles le sont beaucoup moins aujourd'hui. On peut le regretter. Mais voilà, donc il y a quand même, on voit bien en fait qu'il y a toute cette génération des installés en 80-90 qu'il faut remplacer. Et le troisième pilier qui était important, et on l'a évoqué aussi indirectement tout à l'heure, les interventions des uns et des autres sur les revenus. Donc c'est les conditions de travail. Donc les conditions de travail, en effet, il faut qu'il y ait un revenu qui soit dégagé, qui soit correct, et il faut aussi que l'éleveur et sa famille puissent avoir une vie. La fameuse QVT, la qualité de vie au travail. Exactement. Et alors du coup, je voulais aussi souligner, on parlait, donc je pense qu'il faut innover. Il y avait Monsieur Serroni qui nous parlait d'innovation en termes de dispositifs de financement, mais voilà, il faut aussi, il y a des belles choses qui se font, qu'on voit sur le terrain, les installations en collectif. On a des jeunes qui, jusqu'à maintenant, s'installaient pour une carrière complète. Peut-être que maintenant, il faut aussi se dire qu'il y a peut-être des gens qui vont s'installer, qui sont peut-être pas si jeunes. Il y a 25% de hors cadre familial, et ceux-là peuvent être plus âgés. On peut aussi se dire que c'est des gens qui vont peut-être s'installer pour une dizaine d'années. Enfin voilà, je pense qu'il faut arriver à ouvrir ces chakras, et de manière à ce qu'on puisse
et accueillir tous ceux qui auront un projet clair. Hein, pareil, je dis bien, ça je dis ça pour les jeunes. Hein, Monsieur Serroni, c'était important ce qu'il a évoqué, hein, c'est d'avoir une idée claire sur ce qu'on a envie de faire, sur sa volonté. Voilà. Alors, Monsieur Sutter, on va peut-être vous donner la parole à travers les questions qui pourront être posées pour clore. Peut-être que les étudiants, notamment, auront des questions sur le métier de producteur, les investissements, la qualité de vie au travail, justement. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, puisque nous allons ensuite clore ces travaux. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? C'est toujours la première, la plus difficile. C'est pas une question, c'est deux. Disons, une question aussi quand même, mais d'abord une remarque. Dites-nous qui vous êtes, monsieur, d'abord. Monsieur Maginot, j'intervenais ce matin. Ah bah oui, voilà, je ne vous vois pas avec les projecteurs. Oui. On a parlé, monsieur Serroni et monsieur Devoucou, des revenus qui sont bons, mais sur 2022. Moi, j'aimerais vraiment qu'on mette entre parenthèses l'année 2022, parce que on va prendre les revenus 2023 quand ils vont sortir. On pourra les prendre aussi en exemple, parce qu'à mon avis, on sera aussi dans l'exceptionnel, mais vers le bas. Je pense qu'il faut vraiment mettre entre parenthèses 2022, sinon je ne vois pas pourquoi on est là. Si tout va si bien, on n'aurait pas de raison d'être là. Ça, c'était une remarque. Et au passage, par contre, moi, la question que je me pose, c'est le directeur de l'agence de l'eau fait bien le lien entre la baisse de l'élevage, le retournement de prairies et du coup la dégradation de la qualité de l'eau. Mais alors pourquoi dans la transition écologique, un des choses qui est mise en avant, c'est la réduction de l'élevage de 30%. Entre la diminution de l'élevage, le retournement des prairies et la dégradation de la qualité de l'eau. Pourquoi on vise une réduction de l'élevage de 30%? Alors donc ah oui, vous faites aller. Ah bah si, les conseillers d'État ont proposé moins de vaches. J'espère qu'on a encore des représentants de l'État ici pour bien mettre en avant qu'il y a quand même des aberrations. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, peut-être sur le revenu 2023, annus horribilis, alors que l'année 2022 avait été très porteuse. Ça, c'est l'impact de l'inflation. Ça va vraiment être si terrible que ça, le bilan de l'année Alors, déjà, je trouvais important de souligner quand même même si c'était une exception par rapport aux années précédentes, et je trouvais important de le souligner auprès des jeunes, quoi, pour montrer qu'on n'a pas que des mauvaises années. Quand on a une bonne, avec des revenus, des revenus corrects, c'est bien de leur souligner aussi, hein, qu'ils puissent aussi profiter et puis refaire un peu le plein pour les temps plus difficiles, hein, parce qu'évidemment, on est dans un contexte qui reste compliqué. Hein. On a l'indice IPAMPA-INSEE sur les charges qui est à plus 19% sur 2 ans. On a un contexte climatique qui est compliqué. Ce que je vous ai dit, c'était des données nationaux d'une région à une autre, hein, que vous vous retrouviez en montagne à avoir subi de plein fouet la sécheresse par rapport à d'autres. Enfin, voilà. On disait il y a beaucoup de disparités, donc voilà, j'ai bien pris la précaution de dire que c'était 2023, ça ne sera pas terrible. 2024, on peut s'attendre à mieux. Est-ce que le nuage de l'inflation est derrière nous? 2023, on est encore dans une exception par rapport à certains pays européens, hein, parce que on voit que nos voisins européens, ils ont eu un prix du lait qui est monté beaucoup plus fort que le nôtre en France, mais du coup, nous en France, on a la chance d'avoir aussi cette stabilité, c'est qu'il a baissé moins vite en 2023. Donc 2023, après, c'est pareil, hein, il va y avoir des disparités. Il y a des régions qui ont fait des bonnes récoltes. Donc non, c'est trop tôt pour parler des revenus de 2023. Après, en tout cas, à mon niveau et au niveau national. Après, peut-être qu'en local, effectivement, vous avez peut-être déjà beaucoup d'indicateurs qui vous montrent certaines choses. Monsieur Holzel, sur le deuxième volet de l'intervention d'Éric, sur effectivement, qu'est-ce que vous avez dû faire des ponts quand vous avez entendu ce conseiller d'État dire qu'il fallait moins de vaches, ça a dû vous foutre en boule, non? Oui, enfin, déjà, il faut avoir en tête que la Cour des comptes vient aussi inspecter... c'était la Cour des comptes. C'était la Cour des comptes ou le Conseil d'État, je ne sais plus. Cour des comptes. Cour des comptes. Bon, ils ne sont pas très loin, c'est le même bâtiment. Non, mais la Cour des comptes, c'est un corps de contrôle. Ils vont aussi contrôler les agences de l'eau, les services de l'État.
Et il y a des moments quand ils viennent me contrôler moi, ils me disent aussi des choses qui me plaisent pas, pour lesquelles je suis pas d'accord. Et je vous dis tout de suite, je continue à dormir bien, quoi. Donc il faut pas surréagir par rapport à ça. C'est un corps de contrôle qui, à un moment donné, sur la base d'un certain nombre de données et par rapport à des gens qui posent un regard, un raisonnement sur une activité, pose le constat que vous avez effectivement indiqué. Voilà, moi je pense qu'il faut continuer à vivre, hein, et puis que tout ça, moi je pense que nous, on a toujours été clairs sur le fait que on souhaitait qu'il y ait un maintien de l'élevage. Quand maintenant l'élevage, c'est le seul vecteur pour maintenir les surfaces en herbe, je ne vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit. J'ai des multitudes de données, si la Cour des comptes veut les avoir, qui leur peut permettre de leur démontrer que c'est effectivement une voie qui est optimale pour la protection de l'environnement. Voilà, donc je sais que vous avez tous assez surréagi ou réagi du coup par rapport à la sortie de ce rapport. Voilà, c'est un élément dans le paysage. C'est pas ça qui guide toute l'activité, ni des services de l'État et encore moins des établissements publics, quoi. Donc nous, on continuera à développer notre politique de maintien de l'herbe. Simplement pour indiquer par rapport à un peu, on est effectivement, comme vous l'avez indiqué, sur une période où on aura beaucoup de transmission d'installations. C'est aussi pour ça que nous, on veut accélérer dans le cadre de nos plans herbes. On pense que c'est vraiment le moment charnière où il faut les positionner sur le territoire pour que derrière, il y ait effectivement tous ces signes d'encouragement, tous ces vecteurs de plus-value qui puissent être mis à disposition des exploitants agricoles pour qu'on maintienne bien pour qu'il n'y ait pas d'érosion du nombre d'exploitations en élevage, parce qu'on en a besoin pour tenir nos paysages et les surfaces en herbe, quoi. Mais il faudra encore beaucoup d'assises et beaucoup de communication pour établir ce lien de causalité entre l'élevage et la protection de l'environnement. Monsieur Sutter, un mot, et puis peut-être une dernière question. Oui, alors moi, je voulais rajouter un élément qui me semblait important dans le cadre de la relation entre producteurs et transformateurs, puisqu'on a parlé d'un écosystème. Donc, qui dit écosystème dit interdépendance, ou en tout cas dépendance. Et je pense que le défi en fait, qui nous attend aujourd'hui, c'est réellement de trouver un mode de travail plus collectif, basé en fait sur la compréhension mutuelle entre les enjeux stratégiques des transformateurs et donc du consommateur final, et les enjeux stratégiques en fait de l'amont, donc de la production. Et je pense qu'effectivement aujourd'hui, toute la démarche de différenciation, notamment du lait, qu'on a évoqué durant cette journée, retraduit bien effectivement l'adaptation de la filière aux attentes finalement du consommateur, puisqu'au bout du bout de la filière, qui est-ce qui fait la pluie et le beau temps? C'est bien sûr le consommateur, c'est le consommateur qui va pousser son caddie le samedi matin dans les magasins, dans les supermarchés, hypermarchés français. C'est vraiment eux effectivement qui vont guider finalement nos pas. Donc globalement aujourd'hui, on parle d'un travail d'équipe ou d'un sport collectif qui doit nous réunir en fait autour de ce projet. Donc c'est bien effectivement un peu la volonté que l'on a dans le cadre de ce projet éleveur de demain. C'est également de remettre en connexion et en interconnexion l'amont et l'aval pour mieux comprendre les enjeux stratégiques. C'est ce qu'on a d'ores et déjà débuté avec un certain nombre de partenaires, hein. Je vois Luc, je vois Marc, je vois plein de monde, Werner, qui est en pleine discussion et traduction. Donc effectivement, aujourd'hui, on est déjà dans cette voie. On a déjà tracé cette voie du nouveau partenariat ULM avec l'ensemble de ses partenaires. Et je pense qu'effectivement, c'est aussi une des clés du paysage, en fait, de la filière laitière meusienne de demain. Donc ça, c'est un point important que je voulais rajouter par rapport au pôle transformation. Voilà. Merci beaucoup. Merci, messieurs, de votre participation. Je crois que... J'avais une question. Une remarque, encore une question. Alors, très rapidement. Non, mais moi, j'avais une remarque aussi, puisqu'on parle de la rémunération des... Qui êtes-vous, monsieur, juste pour qu'on sache? Kevin Rémy, agriculteur dans le nord de la Meuse, donc en ERL unipersonnel avec des salariés. On parle de rémunération de la main-d'œuvre. Faut aussi pas avoir peur de dire que oui, on a le droit de gagner notre argent, mais des cadres aussi. On a dit tout à l'heure, vous êtes chef d'entreprise, directeur de machin, c'est l'agriculteur, mais c'est pas aussi. On a le droit de dire qu'on a le droit de gagner nos 60 000 euros. Moi, j'ai un certain nombre de collègues qui ont fait les mêmes écoles que moi.
Ils gagnent 60 000 euros, c'est pas grave, ils ont le droit, nous aussi on a le droit. Donc il ne faut pas dire, tiens, il a gagné cette année, c'est une année. Si on prend les 10 dernières années, en moyenne, dans le lait, on n'est pas du tout à ça, quoi. Donc il ne faut pas avoir peur de dire que oui, il y a une bonne année, mais on prend la moyenne. Moi, ça fait 12 ans que je suis installé, je ne suis pas à ça du tout en moyenne. Donc il ne faut pas aussi dire, sinon on ne serait pas là et on serait chacun dans notre ferme en train de se réjouir. Donc il faut savoir gérer de la main-d'œuvre, il faut savoir parler. D'accord, c'est le consommateur qui achète, mais le consommateur, il a aussi plein de choses qui lui disent d'acheter ça plutôt que l'autre. Du lait vegan, du machin, du truc, et on écoute peut-être un peu trop le consommateur, comme un peu trop, désolé les jeunes, mais aussi la nouvelle génération à dire oui, mais il veut pas faire ça, alors c'est pas grave, on va pas lui faire ça, on va le faire nous. À un moment donné, il faut aussi qu'on se dise, on ne fera pas tout ce qu'on a envie dans notre vie. Donc il faut aussi connaître les limites, et il faut être capable de se mettre autour d'une table en disant qu'à un moment donné, on est au point de non-retour sur certaines personnes. D'accord, on a fait plus de lait, on a fait plein de choses. Moi, j'invite tous ceux qui viennent à venir sur ma ferme. Moi, j'ai pas de honte à ouvrir la ferme. On gère de la main-d'œuvre salariée, et c'est très compliqué. Alors peut-être qu'il paraît que c'est moi qui suis trop exigeant, mais moi, je suis prêt à ouvrir la ferme pour que les gens viennent voir comment c'est, ce qu'on fait. On a des salariés, les gens font pas d'horaire coupé. Celui qui fait le matin fait pas le soir. On a des conditions de travail qui sont plutôt bien. Et aujourd'hui, la main-d'œuvre, on l'a pas, quoi. Donc les chiffres qui sont là, moi, je me suis mis dans ceux qui voulaient faire plus de lait. Vous revenez dans 6 mois, ça se trouve, j'aurai moins de vaches, la moitié des vaches en moins dans le bâtiment. Mais je crois que c'est très fragile. Et quand on nous dit on va mettre la contrainte là en plus, du lait bas carbone, du truc, faut tout compter dans ce qu'on fait. Et à force de rajouter des contraintes, il y a un ras-le-bol. Pour être président d'autres associations ou autres, quand on entend des gens qui disent aujourd'hui il y a des burn-out, il y a des choses comme ça, c'est pas négligeable, quoi. Donc oui, il y a un besoin, on sait qu'il y aura un besoin demain. Il ne faut pas qu'on monte la contrainte trop haute sur les éleveurs, parce que demain il y aura besoin de lait, et quand on ira le chercher en Pologne, on ne parlera plus de bas carbone. Donc il faut avoir ça en tête aussi. Le local est vachement important. Il y a 2 ans, on avait besoin de bio. On avait besoin d'un truc super intéressant. Il fallait que ce soit bio, il fallait que ce soit comme ça. Aujourd'hui, on ne veut plus de bio, on met les gens de côté. Et on va aller chercher du bas carbone. Et une fois que les gens auront fait le bas carbone, on leur dira on n'a plus besoin de toi, on va chercher du lait en Pologne. Donc faites attention à ce que vous dites. Ok, on a besoin des jeunes. Mais il faut aussi qu'ils entendent ça. Il ne faut pas juste dire oui, on a gagné plein d'argent l'année prochaine, sauf pour leur donner à la MSA aux impôts. Et à la fin, qui restera, quoi. Donc il y a des gens qui vont investir dans la ferraille. Et dans 2 ans, je pense qu'il y aura un paquet de gens qui auront la liste noire, la banque, tu n'as plus le droit d'acheter parce que tu dois rembourser ça et tu n'as plus d'argent parce que tu es en train de payer ta MSA, tes impôts et ton tracteur qui est tout beau, tout neuf dans la cour. Aujourd'hui, on envoie, je pense, un certain nombre de jeunes au casse-pipe. Pour moi, c'est pas avec un bac pro qu'on s'installera. Un BTS, peut-être si on a un peu de chance, mais allez voir ailleurs avant, les jeunes. Franchement, tapez votre but, allez voir ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, on est chef d'entreprise, il faut savoir gérer une entreprise, quoi. Donc il faut être capable d'avoir les épaules assez larges pour supporter des claques et en prendre un certain nombre. Ça forge de caractère, c'est super, hein. Moi je suis content d'être où je suis, hein. Mais c'est pas tout rose. Donc après, il y a tout pour faire, il y a de la place pour tout le monde. Il y aura besoin de lait, ça j'en suis convaincu. Maintenant, il faut savoir ce que vous voulez et à un moment donné, le principal, moi ce que j'aime mes salariés, c'est pourquoi vous venez au boulot, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Si vous êtes content de votre métier, c'est un métier passion, mais il faut savoir en sortir de l'argent derrière, quoi. On est là pour vivre de sa passion, mais pour vivre. Donc voilà. Merci. Moi, je voulais faire une intervention. Merci, monsieur. Mais je crois que monsieur Devoucou était très content que vous ayez pu gagner 60 000 euros. Enfin, il n'y avait pas du tout de reproche ou de. Personne n'a dit ici que les éleveurs ou les agriculteurs gagnaient trop bien leur vie. Pas du tout, hein. Il me semble, c'est le contraire, hein. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord quand monsieur dit le client n'a pas toujours raison, il ne faut pas toujours l'écouter, le consommateur? Justement, pour est-il pas roi quand même? Ouais, pour te répondre, puisqu'on a eu l'occasion de se voir dans le cadre de la commission jeune la semaine dernière, et c'est un point qu'on avait évoqué. Alors là où je te rejoins, c'est que on a vraiment la nécessité justement d'établir un pont d'échange efficace et stratégique entre effectivement nos clients, donc les clients de la coopérative, pour justement être en mesure également de donner en fait une faisabilité. Je vois Luc là au 2e rang qui a effectivement, on est sur un projet. La première des choses, c'est de se dire ok, je vous présente mon projet, puisque ça peut répondre à une exigence de marché, ça peut répondre à une exigence de différenciation. Comment me différencier par rapport à mes concurrents? Donc on entend tout ça, on comprend très bien effectivement les enjeux stratégiques. Et puis après, effectivement, nous, on travaille avec les équipes techniques, hein, avec Olivier et puis l'ensemble de son équipe, pour voir de manière concrète si il y a un écho positif en fait, au niveau de nos associés coopérateurs. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'il y a un intérêt économique?
et on évalue en fait l'intérêt économique également pour nos associés coopérateurs. Et ensuite, on peut se positionner en toute connaissance de cause auprès de notre client en disant oui, votre objectif stratégique peut rencontrer effectivement nos objectifs économiques et de rentabilité et de meilleure rémunération de nos associés coopérateurs, et on s'engage avec vous de manière évidente. Ou, au contraire, non, ayant exploré effectivement cette voie, on ne s'engagera pas pour telle et telle raison. Donc on a aussi cette faculté de dire non, bien entendu, mais cette faculté, en fait, on la trouve qu'au travers d'un échange, de discussions complètement transparent sur les enjeux stratégiques des différentes entreprises et des différentes structures avec lesquelles nous sommes partenaires. Voilà. Donc voilà un peu la position. Je pense que c'est ni plus ni moins que du bon sens, on va dire, à la fois social, à la fois économique et à la fois environnemental. S'il y a des projets effectivement de type bas carbone que tu évoques, bien entendu, il faut en voir la possibilité, la faisabilité technique et puis surtout les incidences économiques et opérationnelles au niveau de l'exploitation. Il n'est pas question effectivement de faire imploser nos exploitants, nos associés coopérateurs dans une charge mentale en fait, qui ne sont pas en mesure en fait, d'absorber très clairement. Voilà pour te répondre. Merci beaucoup. Je crois que le moment est venu